Bien, mesdames et messieurs, cher Gilles, cher Annie, asseyez-vous, je vous en prie. À mon tour de vous dire quelques mots en remerciant Gilles de son accueil en tant que conseiller municipal de Gatière, en soulignant la présence de l'adjointe au maire de Gatière qui fait un accueil républicain dans cette salle et qui, derrière, m'a très bien expliqué le pourquoi du comment nous n'étions pas dans la salle au-dessus qui était en travaux et pourquoi c'était cette salle qui nous avait été allouée. Et je lui ai dit que, bien évidemment, j'avais très bien compris que les salles, lorsqu'elles sont en travaux, elles ne sont pas disponibles. Mais vous savez, cette salle préfabriquée dans laquelle nous nous trouvons est un espace qui peut devenir facilement de lieu de réunion publique pour le genre de campagne dans laquelle nous sommes lancés. C'est une campagne démocratique, c'est une campagne républicaine, c'est une campagne populaire, et c'est bien le moment que j'apprécie le plus dans la vie politique, parce que j'ai l'impression, même si c'est fatigant, épuisant, mais en même temps c'est le moment où on rencontre tous ceux avec qui, d'ordinaire, parce que pris par nos occupations régulières, on n'a pas le temps de discuter, on n'a pas le temps de rencontrer, on n'a pas le temps d'aller voir dans les entreprises comment les choses se passent, et c'est un moment qui est très très enrichissant sur le plan de l'expérience, notamment pour défendre les idées que l'on a envie de défendre quand on prétend à un siège de député qui n'a rien à voir avec un siège de maire, qui n'a rien à voir avec un siège de conseiller général. Et je le dis parce que trop souvent, les gens mélangent, y compris chez nos candidats, chez les concurrents, mélangent les gens en se positionnant sur une élection législative et en prétendant défendre des intérêts qui sont des intérêts qui relèvent de l'intérêt local, qui relèvent de la compétence du maire ou qui relèvent de la compétence du conseiller général ou du conseiller régional. Alors c'est vrai que cette circonscription est toute nouvelle. Je salue, après avoir remercié Gilles pour son accueil, à Nidouble, qui a été la suppléante de Lionel Lucas, que vous connaissez bien, qui est quelqu'un du terroir, qui a fait un travail formidable au service des populations de cette 6e circonscription. Et je lui dis merci d'être impliqué comme elle l'est dans cette campagne. Merci d'être impliqué et d'être à mes côtés depuis le début. Ne sachant si je pourrais la prendre moi-même comme suppléant, mais nous avons cheminé ensemble. Nous avons regardé les résultats des élections présidentielles. Nous avons analysé tout ce qui a pu se passer sur le plan politique dans cette deuxième circonscription qui compte effectivement 72 communes, car ce jour nous n'avons pas encore toutes visitées, puisqu'il en reste en gros une vingtaine à faire. On avait, j'en suis à ma 65e réunion ce soir, ou 66e, je crois que la 65e c'était hier soir, donc 66e aujourd'hui. C'est vrai que ça fait beaucoup, et bien c'est vrai qu'il y a des communes, il y a des villes dans lesquelles on va plusieurs fois parce que les villes méritent que l'on fasse des réunions par quartier, que l'on fasse des réunions à plusieurs endroits, parce que en Grasse, on en est à la 5e ou 6e réunion, par exemple, à Carrosse, on en fera très certainement 2 ou 3, et ainsi de suite. Donc, un territoire vaste. Mais je vais vous dire, si je suis encore aujourd'hui devant vous, c'est parce que dès le départ, dès que cette circonscription a été constituée, que certains disent qu'elle a été le fait du prince, qu'elle a été dessinée pour un tel, qu'elle a été construite pour l'autre, qu'elle a été faite pour donner une place à l'opposition, qu'elle a été faite, j'ai à peu près tout entendu depuis le mois de juin 2009, alors que la réalité, elle est beaucoup plus simple que ça. Le législateur avait prévu par la loi des circonscriptions dont le nombre d'habitants tourne autour des 100 000 habitants, ou 100 000 électeurs. Ça peut varier quelques milliers, mais en France, il y avait beaucoup trop de circonscriptions qui étaient bien au-delà de 50-60% du chiffre initial.
Et à partir de ce moment-là, le Conseil constitutionnel s'est saisi de cette affaire, c'était au mois de janvier 2009, a signalé la chose au ministère de l'Intérieur en lui disant, au titre de l'aménagement du territoire et de votre responsabilité, je vous demande de revoir le découpage des circonscriptions en France. Et dans les maritimes, ça a donné lieu à une cogitation avec tous les parlementaires, en premier lieu. Et vous imaginez bien que chacun n'a pas voulu laisser partir un morceau de sa circonscription. Il a donc été tenté dans un premier temps, puisque nous étions pas loin du million d'habitants, mais loin du million d'électeurs, d'avoir une dixième circonscription malgré tout. Ça n'a pas pu être obtenu. C'était l'époque où l'on entendait beaucoup du nombre trop important d'élus, qu'il fallait réduire les élus, qu'il fallait diminuer le nombre de collectivités qui existaient, cumuler le mandat du conseiller général et du conseiller régional. Donc ce n'était pas la différence et on ne nous a pas accordé cette deuxième circonscription qui aurait réglé tous les problèmes et généré une circonscription à une allure, on va dire, un peu plus humaine. Mais une fois qu'on a dit ça, la négociation est rentrée en jeu. Et c'est le maire de Nice qui a été le premier touché par cette modification, puisque c'est la deuxième circonscription qui était par cœur de Nice qui a été supprimée. D'où une réorganisation à l'intérieur du cœur de Nice, avec la cinquième circonscription, là où était le député suppléant depuis 1997 avec Christian Estrosi, avec la chance de devenir par 3 reprises pendant plus de 4 ans et demi parlementaire de la cinquième, et qui fait qu'un gros morceau de cette cinquième, un gros morceau de territoire, avec le canton de Guillaume, le canton de Puget-Théniers, le canton de Villars et le canton de Roquestéron, ont été rattachés, où le morceau de territoire a été rattaché à un morceau de la 6e circonscription dans laquelle nous sommes, où Lionel Lucas a été député, avec Annie Double comme suppléant. Et cette 6e circonscription, on lui a enlevé Carlos, Gatier, Le Broc, Vence, La Gueule, Saint-Jeannet, Courcheboul. Quand je parle de Courcheboul, c'est tous les cantons. Un gros morceau. Lionel Lucas, plus que Christian Estrosi, ont été ravis de ce découpage et de cette amputation. Pas plus que l'ont été Michel Tabarot, à qui on a enlevé un bout de la 2e circonscription, en enlevant le canton de Saint-Vallier-de-Thiers, le canton de Saint-Aubin et une partie de Grasse-Nord. Et tout ça rattaché fait une circonscription de 71 communes, fait une circonscription de 10 cantons. Et c'est vrai que ça peut paraître anormal, anachronique. Mais en même temps, la réalité, c'est que la 5e circonscription, telle qu'elle était taillée avant, eh bien, il y avait 71 communes et il y avait 10 cantons. C'est-à-dire qu'on était à peu près sur les mêmes volumes. Rester à faire le lien, à aller voir les habitants, à aller voir les uns et les autres pour faire cette relation. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je me trouve devant vous, c'est que dès le début, dès le mois de juin 2009, je me suis dit, tu as toute l'expérience pour ce faire, tu es un canton qui a une grosse station de sport d'hiver et qui est dans cette nouvelle circonscription dont tu as été pour partie le député, eh bien, il faut que tu relèves ce défi, et ce défi, on ne peut pas le décider au dernier moment, parce que c'est le respect que l'on doit aux citoyens que d'aller les voir en préalable. C'est en tout cas l'idée que je me fais de la vie politique. Je n'aurais jamais imaginé aller me présenter dans une circonscription où je n'avais aucune attache territoriale et aucune responsabilité politique, si vous voyez ce que je veux dire. C'est-à-dire que M. le maire de Mansartou, qui aujourd'hui est candidat dans cette circonscription, et avec Mansartou, qui ne fait pas partie de cette circonscription, je me dis, dans les plus mauvais rêves, qui ne sont pas des rêves d'ailleurs, qui sont presque des cauchemars, que si par hasard il devenait député de cette 2e circonscription, il y aurait en définitive 2 députés sur la 9e circonscription, et nous n'aurions pas de députés dans la 2e circonscription. C'est une raison de plus qui me motive vraiment, parce qu'aujourd'hui, je pense que nous méritons d'avoir un parlementaire qui défende les spécificités à la fois des Alpes-Maritimes,
mais à la fois de cette circonscription que j'ai parcourue depuis maintenant 3 ans et pour laquelle j'ai le soutien de 54 maires sur les 72, de 8 conseillers généraux sur 10. C'est clair, si je n'avais pas eu ces soutiens, plus tous ceux qui m'ont dit, tu sais, politiquement, on ne peut pas s'afficher, on n'est pas UMP, on est maire d'une commune où on a des listes politiques, je ne souhaite pas m'afficher, mais tu as mon soutien. Il y en a quelques-uns comme cela. Et bien, grâce à tous ces soutiens, je suis parti, et comme je l'ai dit hier soir, et je le redis ce soir, avec mon bâton de pèlerin, sans tenter d'évangéliser qui que ce soit, si vous voyez ce que je veux dire pour ceux qui ont suivi l'actualité politique, mais simplement avec la volonté d'aller voir les gens, les uns après les autres, pour les rencontrer les leaders, rencontrer les présidents d'associations, voir de quelle manière on peut apporter quelque chose dans ce territoire. Et puis, derrière, le mandat de premier vice-président du Conseil général m'avait déjà permis de me rendre en de nombreux points. Je me souviens, au titre de l'agriculture, combien de fois je suis monté sur le plateau de Saint-Janet au Côte de Vence. Combien de fois je suis monté voir le berger qui avait son troupeau de moutons sur le ventre après des attaques de loups. Combien de fois je suis allé au Signé apporter de l'aide à l'apiculteur transhumant parce que nous étions en période de sécheresse. Ça, c'était en 2003, après ça a été en 2007, puis ça a été en 2008, c'est-à-dire bien avant qu'il y ait ce découpage, c'est-à-dire qu'il y a longtemps que j'ai été enraciné dans cette terre des Alpes-Maritimes, et j'y vois ici quelques amis, dont Michel qui fait de la haute montagne, qui a été illustre dans les montagnes, et notamment sur ce ballon de Saint-Janet qui est si près. Je vois un tas d'amis de visages connus qui viennent ce soir, qui sont venus à Gatière ce soir pour me soutenir. Et votre mobilisation, sachez-le, à Gatière est pour moi un signe d'encouragement supplémentaire s'il en a été besoin. Vraiment, ça me fait je dirais qu'il y a 2 volets dans mon couplet de parlementaire. Il y a le premier volet, qui est le volet politique pur, de politique nationale. Et un député se fait élire pour siéger à l'Assemblée nationale, être le représentant des hommes et des femmes, c'est-à-dire un représentant de population, et pas un responsable d'exécutif. Là aussi, quand on dit cette circonscription, elle est démentielle. Mais oui, elle va être physique pour celui qui sera élu. Parce qu'il faudra qu'il continue à aller à la rencontre de tous. Elle sera physique, parce que la macro-géographie, elle sait que nos routes ne sont pas droites, et que entre Saint-Césaire et le Printemps, il y a 3 heures de route, selon par repas, c'est la période de l'année, parce que l'été, il y a des raccourcis, parfois blanc, et puis l'été, l'hiver, c'est un peu plus long. Dans tous les cas de figure, il n'y a pas de responsabilité d'exécutif. Il n'y a pas d'argent à redistribuer. Mais il y a des lois à défendre. Il y a le contrôle de l'action du gouvernement. Il y a le contrôle de l'action du président de la République. Et aujourd'hui, j'appartiens à une famille politique qui a perdu aux élections présidentielles. Qui a perdu parce que je pense que le message de la crise que nous avons vécue n'est pas passé. Que nous n'en avons pas entendu parler. Que les médias n'en ont plus parlé. Et que Nicolas Sarkozy a été acculé dans les cordes en permanence en disant votre bilan. Vous n'avez pas fait ce que vous aviez promis en 2007. Or, pour moi, il a certes pas pu tout faire ce qu'il avait promis en 2007. Il a marqué beaucoup, à un tel point qu'il a peut-être irrité les gens par son omniprésence. Il en a fait beaucoup, mais vous savez, ce qui est fait et qui est bien fait, on n'en parle plus. On ne parle que de ce qui a été peut-être fait sans le succès escompté au début. Donc on ne parle que des trains qui n'arrivent pas à l'heure. Et il a payé tout cela. Mais je peux vous dire que je suis convaincu dans mon fort intérieur que si nous n'avions pas eu les réformes engagées par le gouvernement Fillon, sous l'impulsion du président de la République de l'époque, dans la crise économique que nous avons vécue,
La crise financière d'abord, en 2008, suivie de la crise économique grave, mondiale. Une crise à une autre pareille selon les propos même des économistes qui la qualifient de crise historique, plus grave que celle de 1929. Et qui fait que les mesures engagées nous ont permis de sauver la face. Je pense entre autres au plan de sauvetage des biens, janvier 2008. Je pense entre autres au plan de relance de l'État, qui a permis à toutes les communes, au département, à la région, de lancer en œuvre de grands travaux qui ont permis à nos entreprises de ne pas débaucher ou de ne pas se retrouver par terre et de continuer à avoir cette croissance nécessaire pour avancer. Donc je me dis qu'il a été vraiment mal remercié. Et puis la conjoncture politique n'a pas été très sympathique. Je vais parler des médias, mais je pense que les autres partis politiques ne lui ont fait aucun cadeau. Et aujourd'hui, je vous le dis, je suis inquiet pour ceux qui défendent nos valeurs. Inquiet parce que le président de la République a présenté un projet. Il a été élu sur ce projet. Je le respecte. La démocratie a parlé. Inquiet parce que tout ce qu'il a promis, je pense que ça commence un peu à dériver. C'est-à-dire que parole ne sera pas tenue sur tout. Et les propos de M. Arnaud de Montebourg, qui est en charge de l'économie, des entreprises, et qui doit relancer la machine, eh bien, on commence à dire, alors je ne sais pas si tout ce que le président a promis pendant la campagne électorale pourra être tenu. Parce que vous savez, on est en crise. Sincèrement, ça va soulager qu'ils reconnaissent enfin que l'on était en crise. Parce que la crise, elle ne nous a pas quittés. Elle a été là ces 4 dernières années, elle est encore là aujourd'hui, et je crois qu'elle est la pire crise que nous ayons à affronter demain. Et de cela, je suis inquiet par rapport aux mesures déployées. Quand je vois les premières réunions pour relancer la hausse des salaires, bon, je suis tout acquis avec une hausse du SMIC. Je suis tout acquis avec une hausse des salaires minimums. Mais je pense qu'on n'est pas dans le bon tempo. Quand on veut provoquer une hausse des salaires, y compris des salaires minimums, il faut que les entreprises aient les moyens de payer. Or, aujourd'hui, je raisonne bien évidemment au plan global, on pourrait trouver des secteurs qui échappent à cette logique, mais au plan global, les entreprises n'ont plus les moyens de payer. Et je suis préoccupé par l'emploi. Vous allez voir que les derniers chiffres du chômage ne sont pas bons. Les perspectives des chiffres du chômage de son évolution ne sont pas bonnes non plus. Il faut pour cela récupérer, sauver de l'emploi, c'est-à-dire apporter une redynamisation au niveau de nos entreprises, redonner une compétitivité, comme l'a dit, à nos entreprises, et je suis convaincu que la baisse des charges sociales en serait le premier élément, réduction des charges sociales pour permettre à ceux qui ont les moyens d'embaucher, même petitement, mais d'embaucher. Et là, je pense entre autres aux petites entreprises, je pense à l'artisanat, je pense aux artisans. Il y a une nécessité pour eux de voir ces charges allégées. Et j'ai une idée que je souhaiterais pouvoir proposer sur le plan de l'Assemblée nationale, qui est de dire ce coût social, dont on voit bien toute la légitimité et tout le bien nécessaire, de dire quand on se retrouve sans emploi, il faut que l'on ait des indemnités chômage, de dire que quand on est en maladie, il faut qu'il y ait l'assurance maladie, de dire que quand on se retrouve dans une difficulté liée à une très longue maladie, là aussi, il faut pouvoir l'assurer. La retraite, ça fait partie de ces charges qui pèsent également lourdement sur le coût du travail. Je voudrais que ce soit la fiscalité générale qui en assure le prix et non plus uniquement la fiscalité qui est assise sur le travail. Ce qui veut dire qu'il y aura un transfert. Alors vous allez me dire, mais vous allez augmenter la fiscalité générale au détriment et alléger le coût des entreprises. Oui, parce que je suis en même temps de ceux qui disent qu'il faut bloquer la fiscalité générale, parce que les Français, vous, moi, l'ensemble de la France, nous sommes aujourd'hui dans une situation où nous sommes écrasés d'impôts.
Et chaque fois qu'on veut créer un impôt nouveau, monter des impôts, comme c'est le cas sur l'IRPP avec une tranche supplémentaire, eh bien, je suis convaincu qu'on fait échapper la masse de l'impôt, c'est-à-dire que l'impôt est moins performant et rapporte moins sur l'ensemble de la collecte, parce qu'on en est au point où le dicton populaire qui dit l'impôt est une impôt, eh bien, est une pure et stricte vérité. Donc là-dessus, ne continuons pas à monter des impôts, ça me paraît évident. Au contraire, restons sur ces allègements, des allègements qui sont quelquefois symboliques, comme le droit de transmission. Le droit de transmission sur les héritages. Quand vous avez travaillé toute votre vie qu'avec de l'argent qui a payé l'impôt, vous achetez un bien et que pour le transmettre à votre enfant, à vos enfants, vous êtes obligé à nouveau de payer une grosse part de l'État. Cet allègement avait été effectué en 2007. Je ne souhaite pas que l'on y revienne. Or, on va y revenir peut-être. Ça va faire partie de ces recettes nouvelles qui n'apporteront rien. Stupidement, manquant, je le reconnais, à un moment donné, alourdi les mutations. On en parlait l'autre jour avec notre ami Gaston. Dans l'immobilier, vous avez bien vu les dégâts que ça a pu faire. Donc je suis de ceux qui disent qu'il faut remettre à la place cet impôt imbécile qui a complètement empêché les mutations de se faire, bloqué les échanges chez les notaires. Il y a urgence, tout n'a pas été bien fait. Mais quand c'est dans un camp auquel vous appartenez, 80 ou 90% des choses, vous considérez qu'elles sont bien faites, il faut les obtenir. Ce qui ne veut pas dire qu'il ne faut pas corriger les effets de certaines choses qui ne conviennent pas. Et à partir de ce moment-là, le bon sens, c'est aussi de savoir le reconnaître. Mais il faut surtout maîtriser les impôts dans le contexte où on est. Or, comment le président de la République, ou M. Leroux, va-t-il maîtriser les impôts dans un temps où on annonce des dépenses importantes? Les 65 000 fonctionnaires qui vont être embauchés. Le CV de la retraite à 60 ans. Il y en a des négociations, et quand je disais que M. Hollande ne tient pas tout à fait parole, c'est qu'au début, il disait tous ceux qui ont commencé à travailler à l'âge de 18 ans à la retraite à 60 ans. Aujourd'hui, on n'entend plus ce discours-là de la part des ministres qui nous disent tous ceux qui ont 41 trimestres et qui ont commencé très tôt au à la retraite, c'est-à-dire qu'on n'est plus sur le même schéma. Mais néanmoins, maintenant qu'ils tiennent par parole, il y a là-dessus un risque majeur. Comment on va financer notre système de retraite par répartition? Quand le gouvernement Fillon s'est lancé sur cette réforme des retraites, il a eu le courage de réformer un sujet qui n'avait plus été réformé depuis 20 ans. Personne n'osait y toucher. 80% des Français ne souhaitent pas que l'on remette en question le système de retraite par répartition qui leur convient parfaitement bien. Mais comment peut-on continuer allègrement à creuser le déficit là-dessus qui vient peser sur le déficit global de la France? Alors que l'équilibre est quelque chose qui mérite d'être acquis. Pour avoir l'équilibre et ne pas baisser le coût des retraites, il fallait simplement rallonger la durée du travail. Et je signale au passage que sur la durée du travail, c'est la France qui travaille le moins par rapport à l'ensemble des pays de l'OCDE. Donc on a peut-être une question à se poser. Je me souviens des Suisses, il n'y a pas si longtemps que ça, il y a vraiment pas 2 ou 3 mois de ça, qui par une votation populaire, comme ils le disent chez eux, se sont opposés à l'octroi d'une semaine de congé payé supplémentaire. Donc il y a des exemples qu'il faut savoir assumer, qu'il faut savoir faire, et moi je crois dire comment faire, que l'équilibre de nos comptes, l'équilibre de la nation, l'équilibre du budget, cette règlement que les socialistes n'ont pas voulu, nous devons y venir. D'ailleurs, si c'est à nous qui la mettons en œuvre, c'est l'Europe qui finira par nous montrer du doigt, ou les 8 à l'international,
en nous disant attention, vous êtes en plein déséquilibre financier, vous ne pouvez pas continuer à creuser votre dette, parce que dire creuser la dette, il y a deux méthodes pour quand on crée une dette, c'est soit de taper dans le capital, on prend ce que nous ont légué les générations précédentes et on mange la grenouille, on invente et on vit là sur la tête et les générations à venir. On vit à crédit sur le dos de nos enfants et cela non plus, je ne peux pas le concevoir. Ce qui veut dire que le budget est équilibré, or ça fait 30 ans que la France a un budget en déséquilibre. Et là, les choses commencent à devenir sérieuses quand on se retrouve en période de crise. Les choses commencent à devenir sérieuses quand l'Europe se forme. Et quand l'Europe se forme, et qu'on y travaille depuis tant d'années, je ne suis pas de ceux qui disent qu'il faut la remettre en question immédiatement. Quand on a voté Schengen, quand on a voté Maastricht, quand on a mis en place l'euro qui a attaqué le pouvoir d'achat, j'en conviens. Quand M. Jospin en 2002 a mis l'euro en place, peut-être que nous aurions dû à l'époque mettre un peu plus de barrières coercitives pour empêcher l'euro de divaguer et de s'affaiblir en un point qui fait que la répartition des richesses a fait que c'est les pays riches qui ont payé pour les pays pauvres et qu'aujourd'hui l'euro a touché les Français dans leur pouvoir d'achat. Pour moi, c'est une des raisons, c'est pas la seule, mais c'est une des raisons essentielles qui fait que notre pouvoir d'achat ces 10 dernières années a baissé. Une baguette de pain aujourd'hui c'est 80 centimes d'euros, en 2002 c'était 80 centimes de francs. Voilà, et on se retrouve sur ce pouvoir d'achat. Donc, je dis que l'Europe n'est pas remise en question. Par contre, l'Europe, elle, fait des dégâts. Il faut sauver l'Espagne qui va mal, l'Italie qui va mal. Ça fait partie aussi des exemples que l'on peut avoir présents à l'esprit en se disant si nous n'avions pas eu un gouvernement qui tient la main, on en serait peut-être pas là et on en serait peut-être plus bas. Donc, raisonnons aujourd'hui avec optimisme, lançons-nous dans ce combat concurrentiel en disant il faut que l'Europe soit cohérente, surtout que ceux qui nous ont le plus détruits ces dernières années, en termes d'image, ce sont les fameuses agences de notation qui sont apparues dans le domaine public dans les années 2009. Moi, personnellement, j'en connaissais aucune. Aujourd'hui, les Moody's et compagnies, vous les connaissez, elles nous montrent du doigt. Elles nous disent, attention, on en met un, puis deux, et puis on revient, puis on vous les redonne. Là, ils nous ont redonné les 3. Ils ont dit à M. Hollande et à M. Hérault, attention, on vous donne les 3, mais on vous les redonne. Si vous n'êtes pas ça et que vous ne le savez pas bien, on va vous les enlever. La réalité, c'est que 3, 2A ou 1A, ça n'a malheureusement que l'impact dans le public et ça inquiète les gens. Parce que le monde de la finance reste égal à lui-même et quand on nous a enlevé en 1, la bourse n'a pas bougé. Mais dans l'esprit des gens, dans notre esprit à nous nous en inquiétons et pour moi, c'est le continent outre-Atlantique qui tente de déstabiliser l'Europe. Alors de grâce, essayons de serrer les coudes, pour serrer les coudes et dire que la France reste un pays souverain. C'est ce que je cherche à obtenir modestement. Je serai, si vous m'élisez, si vous m'accordez le suffrage, le 577e député de France qui apportera sa modeste voix pour dire il faut aller dans ce sens-là, dans le sens de l'équilibre financier, dans le sens de la règle d'or, dans le sens d'un pouvoir financier, d'un pouvoir productif, d'un outil de production en état de fonctionner qui garantit notre souveraineté, qui garantit que la France a encore la voix qu'elle avait dans le passé, 5e puissance du monde. La souveraineté, ça se tient par notre capacité financière, ça se tient par notre indépendance énergétique. L'Europe, c'est l'indépendance énergétique également. Comment le gouvernement en place va-t-il s'entendre avec Madame, son nom m'échappe à chaque fois, il a Duflot, Madame Duflot, qui préconise le démantèlement de nos centrales nucléaires, qui sont aujourd'hui des centrales qui nous permettent d'être à des coûts 30% moins chers que le prix du kilowatt que nous vendons en Europe.
c'est-à-dire la performance énergétique est là. Je ne suis pas de ceux qui disent que le nucléaire restera éternellement sans danger. Je ne suis pas de ceux qui disent il faut conserver éternellement le nucléaire. Mais en attendant, avant de démanteler quoi que ce soit, il faut qu'on ait mis en place nos fermes photovoltaïques, il faut que l'on ait mis en place nos pompes à chaleur, il faut que l'on ait trouvé toutes les énergies de substitution qui viennent remplacer. Puis il y a quand même cette croissance qu'il faut continuer à assurer, et je dis que nous n'avons pas le droit, au titre de notre souveraineté nationale, de vendre notre indépendance énergétique, tout